J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré à la crise de l'immobilier. Les ventes sont en baisse, les taux d'intérêt restent élevés avec un effet domino sur les biens en location de plus en plus rares. Avant de voir si cette crise est vraiment historique, si elle est mondiale ou franco-française et quel levier activer pour en sortir, le constat avec Cécile Sixou. Vous aimeriez acheter votre logement, mais les prix et les taux d'intérêt vous rebutent. Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas. Cette année, le marché de l'immobilier est en mauvaise santé et les ventes sont en berne. Avec 875 000 transactions en 2023, c'est 22% de ventes en moins qu'en 2022. En cause, l'augmentation des taux d'intérêt de 2,5% à 4% et parallèlement la très faible baisse des prix de l'immobilier de 1,8%, un ratio insuffisant pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. La hausse des taux, mais aussi une légère correction des prix fait que le pouvoir d'achat immobilier, en France en moyenne, c'est moins 7 mètres carrés. Et particulièrement dans les villes du Sud, des villes comme Nîmes, des villes comme Toulon, là la baisse est très forte parce que les prix ont continué d'augmenter dans ces zones-là. On a perdu beaucoup de mètres carrés, jusqu'à 20 mètres carrés en un an. Difficile d'acheter, mais aussi de louer. Les biens sur le marché sont devenus une denrée rare. Avec la crise du crédit, les primo-accédants attendent une baisse des prix pour acheter et ne quittent plus leur logement. Autre blocage, la modification des normes imposées aux investisseurs immobiliers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de normes qui empêchent des gens d'investir au fond dans la pierre pour louer ensuite des logements. Et ça pénalise l'accès à la location. Et donc, de notre point de vue, c'est probablement le premier levier qu'il faut activer pour permettre finalement que tout le monde ait un toit sur la tête. En 2024, la situation devrait se normaliser selon Guillaume Autier, car les premiers signes montrent une baisse des taux et un ajustement des prix du marché. Quelles sont les causes profondes de cette crise du logement et les moyens d'en sortir? On en débat avec Sandra Wabian. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes docteur en sociologie et directrice générale du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Pierre Madec, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, économiste à l'Observatoire des conjonctures économiques et spécialiste de l'immobilier et du logement. J'accueille Claire Julia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de la ville, du logement et des marchés immobiliers et chercheuse indépendante, consultante en immobilier. Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Peut-être un premier chiffre pour ouvrir notre débat sur les ventes de logements anciens. Le bilan de l'année 2023 vient de tomber, 875 000 ventes, c'est moins 22% par rapport à l'année 2022. On parle de crise historique, on reviendra peut-être sur ce terme, Sandra Wabian, mais qui sont les premières victimes de cette crise? On parle de qui? Plutôt les primo-accédants? Qui sont les principales ou les premières victimes? Alors, tout dépend quel est le référentiel. Si on est sur le court terme, vraiment sur la crise vraiment récente, c'est plutôt effectivement les primo-accédants, ceux qui n'ont pas de côté déjà ou déjà mis un premier pied dans la propriété et donc qui n'ont pas en fait de montant minimal pour ensuite se lancer sur le marché de l'acquisition. Maintenant, si on regarde un petit peu plus sur le long terme, ceux qui sont le plus en difficulté sur le marché du logement, c'est les primo-accédants, les jeunes, les foyers de personnes seules, donc on peut aussi avoir des personnes un peu plus âgées, toutes les personnes qui sont plutôt avec des bas revenus, donc des foyers qui en fait ont des revenus qui ne sont pas suffisants pour accéder à la propriété et de plus en plus aussi difficile d'accéder à la location. Oui, alors on y reviendra là-dessus parce que c'est vraiment un des éléments importants, je trouve, de ce débat. Est-ce que finalement la situation logement est un accélérateur d'inégalité? On y consacrera une partie, un chapitre, mais à quel point, je voudrais rester sur le constat, Pierre Madec, d'après vous, à quel point cette crise est grave, historique? Est-ce que c'est un mot un peu galvaudé ou justifié? Alors, je pense qu'elle est historique. Par contre, je suis pas sûr que l'indicateur de regarder le nombre de ventes dans l'ancien soit un bon indicateur. Il y en a d'autres, on en prendra d'autres aussi. Non, mais dans le sens où, en fait, un peu plus de 800 000 transactions dans l'ancien, c'est la norme. On a connu des années, post-Covid notamment, exceptionnelles en nombre de transactions. On a passé le million. On a passé le million. Ça, c'était exceptionnel. Ça, c'était exceptionnel. Donc, de ce point de vue-là, il va falloir que ça s'arrête. Évidemment, cette dégradation du nombre de biens échangés, mais ce chiffre-là, en tant que tel, n'est pas très inquiétant. Là où c'est historique, on n'a jamais connu en France des niveaux de prix aussi élevés avec des niveaux de taux aussi élevés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'observateurs qui disent c'est pas très grave, des taux à 4%, des taux à 3,5%, on en a déjà connu et ça s'est très bien passé. C'est vrai, mais c'était dans un contexte où il y avait un pouvoir d'achat des ménages qui était très dynamique et il y avait des niveaux de prix immobiliers qui étaient bien plus bas. Là aujourd'hui, on est dans une situation où
il y a un attentisme généralisé parce qu'il y a une désolvabilisation massive des ménages. On a des niveaux de prix historiquement hauts, malgré le fait qu'ils baissent un tout petit peu, des niveaux de taux très élevés et un pouvoir d'achat des ménages qui s'est un peu érodé sur la période récente. Et c'est ça qui rend, à mon avis, la crise historique. Il y a aussi le marché du neuf qui est en grande difficulté. Claire Julia, est-ce qu'on risque, par exemple, des plans de licenciement chez de grands promoteurs immobiliers? Est-ce qu'on est à ce niveau de crise? Évidemment, c'est complexe le marché du logement. Il y en a, il y a l'ancien, il y a le neuf, il y a la location. On va essayer de parler de tout ça. Mais comment vous évaluez la gravité de cette crise? Alors moi, j'ai tendance à me méfier des discours de crise, oui. Parce qu'ils vont toujours dans le sens de l'inédit. En fait, quand on est frappé par une crise, on produit des discours un peu tout faits de rupture. On pointe des situations tout à fait inédites. Et c'est vrai que la crise que nous traversons a quelques symptômes, quelques indicateurs assez inédits. La baisse des prix en fait partie. Sur le neuf, évidemment, la baisse considérable des livraisons, mais aussi le taux d'écoulement, les difficultés d'écoulement des stocks font partie de ces indicateurs un petit peu symptomatiques et inédits de cette crise. Mais je crois qu'une crise, elle a intérêt à être mise dans le temps long, en fait, notamment des dynamiques de marché et puis des tendances de société. Et à ce titre, si le constat de cette crise consiste à souligner les difficultés d'accès à la propriété des ménages, des difficultés d'accès au locatif privé et social des ménages, mais aussi de souligner les difficultés que rencontrent les professionnels de l'immobilier. Vous parlez des promoteurs. C'est ce que vous allez nous dire. Ça, c'est du structurel d'une certaine façon. Oui, c'est du structurel. Ça fait 20 ans que ça dure, en fait. Enfin, les effets sur les ménages sont à peu près... alors, on peut les qualifier de structurels. En tout cas, ils sont durables. Ça fait 20 ans qu'on assiste, dans un contexte de hausse considérable des prix de l'immobilier, à des difficultés croissantes. Alors, je vais donner un autre chiffre. C'est le chiffre sur les nouveaux prêts à l'habitat accordés en 2023, 130 milliards d'euros. Alors, ça peut sembler très important, sauf que c'est moins 40% par rapport à l'année précédente. Et d'ailleurs, à l'occasion d'une série d'auditions organisées au Sénat le mois dernier, avant la publication de ces chiffres, le président de la Fédération nationale de l'immobilier était inquiet sur la hausse des taux d'intérêt. Il espérait la fin de cette hausse. Nous sommes très certainement à un moment historique où nous allons être confrontés à la plus grande crise du logement que nous n'ayons connue. Et je crois depuis l'après-guerre. Si entendre Loïc Chapeau, les taux restent stables, je l'espère, je le souhaite, mais nous ne sommes pas, nous pouvons être à la veille aussi de redémarrage des taux et rien ne laisse présager d'écarter cette situation. Alors, bien évidemment, la situation est grave parce que je crois que le détonateur principal a été l'augmentation subite des taux et de façon très rapide qui ont largement mis à mal la capacité de remboursement des ménages français et notamment fait stopper à la fois l'investissement dans le neuf et le parcours résidentiel des Français qui s'est vu interrompu. Pierre Madec, question que beaucoup de Français qui nous regardent doivent se poser, c'est pour quand la baisse des taux d'intérêt? C'est pas facile d'y répondre, je suis d'accord. Je ne m'engagerai pas à répondre à cette question. Ne pas la poser. Non, les taux se stabilisent là et devraient potentiellement baisser d'ici la fin d'année. Après, dans quelle proportion, ça, on n'est pas en capacité de le dire. Et c'est surtout que les prix ne s'ajustant pas, les taux reviendront jamais au niveau qu'on a connu avant la remontée des taux. Ces taux-là, ils étaient historiquement très faibles. Anormalement faibles. Oui. On reviendra peut-être après sur à qui a profité cet assouplissement massif des conditions de crédit, parce que c'est important de rappeler que cet assouplissement, il n'a pas bénéficié à tout le monde. Et ces volumes historiques de crédit à l'habitat distribués, ils n'ont pas été distribués à tout le monde. On aura sûrement l'occasion d'y revenir si on parle un peu inégalité. Donc on ne retrouvera jamais les niveaux de taux d'avant la remontée des taux. Et donc, il semble inéluctable que les prix doivent s'ajuster si on veut resolvabiliser massivement les ménages. Justement, Sandra Wabian, les prix logements qui baissent, qui commencent à baisser. On comprend les propriétaires qui sont inquiets de voir leur patrimoine un peu fondre. Mais est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle ? Non, pour l'ensemble de la population, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, comme vous le dites très bien, ceux qui sont aujourd'hui propriétaires, ils sont en moyenne un peu plus âgés que la moyenne des Français. Ils sont aussi un peu plus aisés que la moyenne des Français. Et donc, ils ont par ailleurs
on va dire, eu des conditions de vie qui étaient aussi un accès à l'emploi qui était un petit peu plus facilité. Donc le fait qu'aujourd'hui, ils aient constitué un patrimoine très important, que si les prix commencent un petit peu à diminuer, d'une certaine manière, c'est un peu un rééquilibrage et on devrait pouvoir permettre ainsi aux nouvelles générations de pouvoir rentrer sur le marché du logement. Donc le fait que si les prix baissent, ça met de la fluidité d'une certaine façon, ça peut mettre de la fluidité. C'est-à-dire que les prix sont tellement élevés aujourd'hui que tout le marché est bloqué, à la fois le marché de l'accession à la propriété, mais par effet de ricochet également la location. Donc, et tout ça, ça a été un peu perfusé par les taux bas dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait tellement peur après la crise de 2008 qu'il n'y ait plus du tout de liquidité, qu'on a injecté de l'argent pas cher et qu'on a comme ça maintenu la dynamique d'achat. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une sorte de nouvelle fracture sociale entre d'un côté des propriétaires qui ont un patrimoine qui s'est plutôt apprécié, et donc en fait le patrimoine, d'une certaine manière, a plus de valeur aujourd'hui que la valeur du travail. On parle beaucoup de la valeur travail dans notre société, mais avoir acheté un logement à la bonne époque, ça permet d'être beaucoup plus enrichi que le travail. Donc une fracture entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui n'arrivent pas à entrer sur le marché de l'accession. Mais alors, justement, Claire Julien, vous nous parliez Pardon Mathieu, vous vouliez intervenir, allez-y. Non, j'ai juste une question en fait, parce qu'il y a des raisons conjoncturelles que vous avez très bien décrites qui expliquent le ralentissement. Et le marché immobilier, il est aussi porté par des mouvements structurels qu'on résume souvent, les 3D, les décès, les divorces, les déménagements. Est-ce que ça veut dire que cette population-là, qui peut être chacun d'entre nous, qui est touché par des événements de la vie, est aussi attentiste, ou il y a un effet sur ce genre, les gens divorcent moins, les gens... Sur les facteurs de long terme, vous avez raison, ça ne devrait pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de nombre de personnes par foyer, ça ne fait que diminuer. Parce qu'on vieillit, parce qu'on a plus de périodes de célibat, parce qu'on s'est mis à divorcer à 50 ans, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc tout ça fait que la demande en fait de logement est importante, et aussi parce qu'on habite des logements plus grands. On ne le dit pas très souvent. Mais on a aussi cette expansion en fait, des tailles des logements qui fait qu'on a aussi un peu plus de confort. On ne fait pas que perdre. Le système, Claire Julien, il est un peu grippé. Il y a beaucoup de Français qui voudraient bien bouger, changer d'appartement, changer de maison et qui ne peuvent pas. Oui, on pourrait presque faire une liste, d'une certaine façon, des cas de figure. On peut lister tout un tas de situations assez symptomatiques de cette crise au long cours, en fait, qui touche le logement et ses conditions d'accès. On peut citer, les jeunes qui peinent à décohabiter. Et qui sont coincés chez leurs parents. On peut citer aussi, les familles qui doivent renoncer à adapter leur logement à la naissance de leurs enfants. On peut citer des couples qui divorcent et qui doivent cohabiter dans le même appartement. Exactement. On peut évidemment citer les familles monoparentales qui sont confrontées à d'énormes difficultés et qui peuvent faire le choix de la colocation plutôt que du logement autonome par nécessité. On peut citer, les salariés également qui peinent à se rapprocher de leur lieu de travail. On peut citer leurs entreprises qui peinent à recruter, faute... Et donc là, on prend vraiment la mesure de ce qu'un marché de l'immobilier grippé... il y a un effet domino, d'une certaine façon. Absolument, absolument. Et puis, en fait, quand on cite toutes ces catégories de population, on ne cite pas encore les personnes de plus en plus nombreuses qui sont victimes du mal-logement. La Fondation Abbé Pierre va rendre son rapport annuel sur l'état du mal-logement dans quelques semaines. On l'attend tous. On s'attend tous à un constat assez dramatique. Pierre Madec, à quel point, si on regarde le temps long, là aussi, la progression des prix des logements sur plusieurs décennies, c'est déconnecté de la hausse des revenus, par exemple, des Français? Clairement, c'est depuis le début des années 2000. On parle beaucoup de la baisse des taux, en effet, intervenue après la crise de 2008, mais il faut voir qu'avant la baisse des taux, il y a quelque chose qui a énormément solvabilisé les ménages, c'est l'allongement des durées d'emprunt. Et ça, c'est depuis le début des années 2000, en gros, où la durée moyenne des emprunts pour acheter son logement a beaucoup augmenté. Les gens se sont endettés pour acheter leur résidence principale sur des temps beaucoup plus longs, et ça a été une machine à solvabilisation. Ce qui est intéressant dans la liste qui vient d'être faite, c'est qu'on voit bien... C'est pas nouveau. Les jeunes n'ont pas attendu la crise immobilière récente ou la crise de la construction pour avoir des difficultés. Les millions de ménages mal logés, ils sont là depuis extrêmement longtemps aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'on avait un marché qui, en effet, pendant très longtemps, était non pas sous perfusion d'argent public, comme certains pourraient le dire, mais sous perfusion de conditions de crédit très favorables. Et donc ça a maintenu un espèce d'équilibre comme ça, où il y avait un nombre de transactions qui était extrêmement important, des prix immobiliers orientés à la hausse, et donc on avait l'impression que tout allait bien. Là, en réalité, ce qu'on voit avec la crise actuelle, je ne sais pas si elle est inédite ou historique, mais ce qu'elle montre, c'est qu'on a une crise structurelle qui est extrêmement difficile, importante. La question des Airbnb, elle n'a pas attendu le Covid pour se poser. La question des résidences secondaires non plus. Et donc, plus que
à l'état conjoncturel du marché où il faut évidemment soutenir le secteur de la construction neuve, mais il faut s'attaquer, à mon avis, aux causes structurelles de la crise du logement qui traverse la France depuis 20 ou 30 ans maintenant. Ouais. Alors, on a évoqué l'effet domino, on va parler un peu de la location maintenant, et je vous propose une rapide revue de presse de titres sur on va dire, on pourrait résumer ça en parlant de la galère des locataires. Donc ça, c'est 1100 demandes en 4 heures. On a aussi des agences qui ne publient plus d'annonces. Le nombre d'annonces de maisons et d'appartements à louer en chute libre. Et puis aussi, il y a un effet collatéral, si j'ose dire, avec de plus en plus de locataires, ou d'aspirants locataires qui, pour réussir à obtenir un logement, falsifient leur dossier. Et ça, on en voit de plus en plus dans les agences. Comment on peut caractériser ça, Sandra Wabian ? C'est une sorte d'assèchement du marché, là, en ce moment. Alors ça, c'est peut-être conjoncturel, mais c'est réel. De manière plus conjoncturelle, il y a différents facteurs qui ralentissent l'accès au logement. Par exemple, le télétravail, le fait qu'on travaille chez soi et donc on ait besoin de plus grandes surfaces, ça fait qu'il y a une pression sur la demande. On peut aussi parler de tous les diagnostics qu'il faut, notamment le DPE, qui fait que ça peut ralentir la mise sur le marché, parce que si on n'a pas un logement aux normes, on est censé ne pas pouvoir bientôt le louer. Bon. Oui. Et en même temps, on ne peut pas laisser les passoires thermiques proliférer comme c'était le cas. Oui, bien sûr. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a de plus en plus de bailleurs privés, donc des petits bailleurs qui possèdent quelques logements. Et donc, avant, le logement était beaucoup plus possédé par des institutions. Et donc, rénover leur parc, qui avaient un travail un peu plus professionnel. Lorsqu'on est un petit bailleur, c'est pas évident de se lancer dans les travaux pour rénover le logement qu'on met en location. Donc, on a aussi des effets comme ça structurels. Et ça peut durer longtemps, peut-être d'un mot, Pierre Madec ? Ça peut durer longtemps parce que la dynamique est ancienne, et tant qu'on n'a pas résolu le bout de la chaîne, l'accession à la propriété, c'est le bout de la chaîne, c'est le bout du parcours résidentiel. Si les ménages accèdent moins à la propriété, forcément, ils restent plus locataires, donc que ce soit locataire du parc social ou du parc privé, donc ils ne libèrent pas de logement. Et comme on était déjà sur un secteur en crise, sur le marché de la location privée, notamment dans les grandes métropoles, si on ne règle pas le bout de la chaîne, on ne va pas résoudre non plus la question du marché locatif. Alors, vous disiez crise structurelle l'un et l'autre, donc on va se poser la question des solutions, de ce qu'un État, un gouvernement peut faire en la matière. Mais d'abord, Mathieu, on va partir d'un constat. Il n'y avait pas de ministre du Logement dans le gouvernement qui a été dévoilé jeudi. Non, et c'est pas un accident. Bien au contraire, c'est devenu une habitude sous Emmanuel Macron. Dans les premières moutures des gouvernements, il n'y a pas de ministre du Logement. Ce fut le cas lors du premier gouvernement Philippe, comme lors du premier gouvernement Borne, et désormais lors du gouvernement Attal. Alors bien sûr, ça n'a pas empêché par la suite de voir le portefeuille occupé par Julien de Normandie d'abord, puis Emmanuel Vargon, puis Olivier Klein, puis Patrice Vergrit. Mais cette valse des titulaires, tout comme leur rang de ministre délégué, ou non pas de ministre de plein exercice, montre bien que ce n'est pas une préoccupation numéro 1 de l'exécutif. Comment vous l'expliquez ? C'est incompréhensible. On vient de le dire, nous sommes face à une crise majeure et historique probablement du logement. C'est une des premières préoccupations des Français, même si elle n'est pas forcément dite comme telle, mais quand on parle du pouvoir d'achat, c'est généralement aussi le pouvoir d'achat pour se loger, puisqu'on sait que ça prend quand même un bon tiers, voire plus, du pouvoir d'achat des Français. Le secteur du bâtiment, c'est quand même un des premiers secteurs économiques en nombre de salariés, mais nommer un ministre du logement semble visiblement moins important et moins urgent que nommer, par exemple, une porte-parole du gouvernement, puisque là, pour le coup, il y en a une. Alors, signe des temps, avec cet oubli, l'exécutif a réussi à se mettre à dos la quasi-totalité de la filière, les acteurs du logement social comme ceux de la promotion immobilière, les fédérations de propriétaires comme les associations de locataires. Tout le monde s'élève contre le peu de cas que l'exécutif fait de leurs problèmes, voire il voit même un signe de déconnexion entre des gens qui n'auraient jamais eu de problème à se loger et puis la réalité de ce que vivent les Français. Parce qu'en fait, tout à sa volonté d'afficher un gouvernement resserré pour des raisons de pure communication, pour le coup, l'exécutif a fait passer le logement, comme la santé d'ailleurs, au second plan. Alors ça, c'est l'acte de choisir rapidement ou non un ministre ou une ministre du logement, mais sur les réformes, est-ce que le logement est une priorité de l'exécutif ? Non. Et il ne l'a jamais été, malgré les discours et les engagements. Ça avait mal commencé, vous vous en souvenez, juste pour le symbole, dès 2017, avec cette décision de rogner les APL pour boucler le budget. Il y a eu des efforts ensuite, il y a eu des lois, il y a eu des budgets en augmentation, mais rien de systémique, pour reprendre une expression à la mode, enfin ce que vous disiez, un changement structurel. Le logement, en fait, il a été considéré sous son angle fiscal, avec par exemple la suppression de la taxe d'habitation, sous l'angle écologique ou énergétique, avec tout ce qu'on a pu voir sur
le DPE et tout ça. L'accent, il a été mis sur l'emploi. Le gouvernement considérant un peu vite que si on résorbait le chômage, on reviendrait à bout de tous les maux de la société. Mais le fameux choc d'offres, vous vous souvenez de cette expression promis par Emmanuel Macron pour faire baisser les prix de l'immobilier et permettre à tous d'accéder à un logement, il n'a jamais eu lieu. Le nombre de constructions de logements sociaux a chuté depuis 2017. L'idem pour le nombre de mises en chantier de logements de biens collectifs comme de biens individuels. Je vous dis, il y a eu un CNR, non? Il y a eu un CNR, qui a rendu un Conseil national de la refondation, sur le logement, dont les conclusions ont longtemps été décalées, puisque c'était prévu de mémoire pour le début de l'année 2023, puis finalement ça a été le 5 juin 2023. Après donc plusieurs mois de travail, ils se sont fixés comme objectif de redonner aux Français du pouvoir d'habiter. Curieuse expression, à mon avis ça sonne un peu comme le pouvoir d'achat, mais plutôt que de passer des mois à inventer des formules creuses, je pense que l'exécutif aurait mieux fait de passer quelques jours à trouver un ministre et une politique. Claire Juliard, est-ce que c'est pas parce que les effets peut-être que je me trompe, je suis loin d'être spécialiste comme vous, mais d'une politique du logement, ils sont sur le long terme, sur le très long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est politique, on cherche à avoir un retour sur investissement rapide. Est-ce que vous l'expliquez comme ça? Oui, effectivement, les effets de la politique de logement, ils se jouent sur le long terme. Enfin, le logement, c'est du temps long. La production du logement, c'est du temps long. C'est pas du temps politique, en tout cas en premier abord. On peut faire de la politique avec ce thème du logement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a un Gabriel Attal qui arrive, on l'a dit dans notre premier débat, attendu sur l'efficacité, sur des actes et pas seulement de la communication. Qu'est-ce que vous, qui connaissez très bien ce secteur, qu'est-ce qui pourrait être un peu emblématique politiquement, vous voyez, on a longtemps fait du logement un objet de politique publique. D'ailleurs, il reste quand même un objet de politique publique. L'État intervient de maintes manières auprès des constructeurs, des ménages, de l'ensemble de l'écosystème. Je pense que ça reste, un bel objet de politique publique à réinvestir. Les derniers choix, les dernières mesures qui ont été prises par notre ministre... C'est quoi? C'était un peu trop pointilliste, d'après vous? Non, je crois qu'elles étaient surtout jugées comme susceptibles de dégrader encore les conditions d'accès au logement, de dégrader encore l'offre locative, avec l'extinction notamment du Pinel, qui est un dispositif... incitatif d'investissement à la location. Votre avis là-dessus? Je pose la même question, Pierre Madec. Est-ce qu'il y a un choix politique à faire là aujourd'hui? Ce qui est intéressant, est-ce qu'il y a différentes alternatives? Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'en effet, c'est compliqué pour un responsable politique au niveau national de s'inscrire dans un discours politique sur le logement, parce qu'en effet, vous décidez pas, et on l'a vu par le passé, de construire 500 000 logements du jour au lendemain. D'accord. Par contre, donc ça, c'est un temps long. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les décisions politiques qui ont été prises sur la politique du logement au cours des dernières années, elles ont eu des résultats immédiats. La réduction de loyer de solidarité, donc couper de l'argent aux bailleurs sociaux, ça fait moins de logement social. Baisser les aides personnelles au logement, c'est une dégradation de la situation financière des ménages immédiatement. La fin du Pinel ou la fin du PTZ, ça va se traduire par moins de logements produits. Je pense que tout le monde le sait, prêt au zéro. Prêt au zéro. Donc ça s'inscrit sur du temps long, mais on voit bien que quand on fait des coupes budgétaires, là, il y a des résultats à très court terme. Je reviens à ma question sur... Juste un point sur ce qu'on peut faire très rapidement. Aujourd'hui, sans faire de la démagogie, il y a des enfants qui dorment dehors le soir, alors qu'il fait froid. Il y a des gens qui meurent à la rue. Ça, c'est l'État. Il faut ouvrir des places massivement, des places d'hébergement d'urgence. C'est pas de la politique du logement, c'est pas du temps long, c'est là, dans l'urgence, il faut faire quelque chose. Et pour ça, il faut un ministre du logement. Et on consacrera d'ailleurs un débat à ce thème précis dans quelques jours dans Sens Public. Je reviens sur la perception, Sandra Wabian, des Français face à cette thématique. Parce que quand on regarde les priorités des Français, le thème logement, alors évidemment, c'est peut-être dans le pouvoir d'achat, Mathieu a raison, mais le thème logement, il n'apparaît pas. Quasiment jamais. Oui, parce Est-ce que ce n'est pas une autre explication de ce relatif désintérêt des politiques? Parce que c'est vrai d'Emmanuel Macron, mais les prédécesseurs n'étaient pas non plus... les ministres. Bon, il y avait un ministre. Il y en aura un d'ailleurs, il y aura un ministre délégué ou un secrétaire d'État. Il faut quand même rappeler qu'il y a 60% des Français qui sont propriétaires de leur logement. Donc ils ont une forme de sécurité. Alors leur logement peut être un peu dégradé, on peut être propriétaire et propriétaire pauvre, mais globalement, ils ont déjà accès à un logement. Donc effectivement, de certaine manière, ça ne joue pas
pour le marché du logement. L'autre élément, c'est que au-delà de la question du temps long, il y a aussi la question de toute la réglementation qui est autour du logement. C'est-à-dire que quand vous voulez créer des solutions de logement, vous êtes face à, par exemple, l'idée de faire du logement modulable, d'avoir des immeubles qui puissent être utilisés pour différents types d'usages, pour créer un petit peu de fluidité. C'est extrêmement compliqué parce que les normes de sécurité pour un établissement scolaire, c'est pas les mêmes que pour un établissement de santé, etc. Donc c'est aussi un sujet très technique. Et donc, on ne peut pas, en 5 minutes, produire des mesures qui vont fluidifier le marché. Alors justement, vous parliez du PTZ, le prêt à taux zéro. Je vous propose, puisqu'on est sur les leviers d'action potentiels, d'écouter en novembre dernier Elisabeth Borne, donc encore Première ministre. Évidemment, elle annonçait le prolongement, j'y arrive, de ce prêt à taux zéro. Pour répondre au resserrement du crédit bancaire, nous avons décidé de prolonger le prêt à taux zéro jusqu'en 2027. C'est un choix fort du gouvernement, 800 millions d'euros par an pour soutenir l'accès à la propriété des ménages modestes, mais aussi des classes moyennes, puisque 6 millions de Français supplémentaires y seront éligibles. Alors, je commence avec vous, Pierre Madec. Cette mesure, est-ce qu'elle a un effet immédiat ? Vous parliez des effets possibles ou pas d'une action politique. Alors, rappelons que là, ce qui est annoncé, c'est le maintien d'une mesure qui existait déjà. Oui. Rogner un peu. Donc, c'est juste pour remettre le cadre. Supprimer le prêt à taux zéro quand les taux remontent, ça semblait être une aberration. Bon. Donc le gouvernement a en effet fait le choix de le maintenir sous conditions plus restrictives. Ça devrait normalement solvabiliser un certain nombre de ménages. Ça devrait soutenir le secteur de la construction. Donc de ce point de vue-là, ça peut être que accueilli positivement. Après, il faut rappeler que le prêt à taux zéro, ça touche très très peu de ménages. On communique beaucoup sur le nombre de ménages éligibles, mais en termes de prêts distribués, c'est relativement faible. Et encore faut-il qu'on distribue des permis de construire pour que les ménages puissent acheter les appartements qu'on solvabilise avec du prêt à taux zéro. Donc c'est pas ça qui va non plus résoudre la crise de la construction qui est à l'œuvre en ce moment. On a commencé à l'évoquer, mais je voudrais quand même vous entendre un peu plus longuement là-dessus, Claire Juillard. Les inégalités face au logement, elles continuent de s'aggraver d'une certaine façon dans notre pays ? Absolument, oui, les inégalités de logement continuent de s'aggraver. En fait, elles créent des fractures au sein de la société. Enfin, voilà, les populations, les catégories de population sont inégales en matière de logement et de conditions de logement. Je trouve qu'il est aussi intéressant de souligner que l'immobilier est aussi très inégal, et notamment face aux crises, très inégalement armé face aux crises, géographiquement. C'est-à-dire que la politique du logement, elle soutient de manière prioritaire les marchés tendus. Ça se justifie évidemment, mais elle a tendance, de même que les analyses qu'on porte sur l'immobilier, ont tendance à être rédigées, formulées du point de vue des marchés immobiliers tendus, et notamment donc du marché parisien. C'est Paris et les grandes villes. C'est Paris, les grandes villes et la métropole, au détriment de marchés détendus, qui concentrent aussi un certain nombre de difficultés liées déjà à des taux de vacances très importants. Et des valorisations qui sont... Et des dévalorisations très importantes qui posent des questions qui fragilisent en fait les propriétaires. Sur cette question d'inégalité face au logement, une réaction, celle du sénateur socialiste de la Somme, Rémi Cardon. Il parle du poids finalement de ce secteur du logement dans le budget des ménages. 2 chiffres. Quand 3,5% des ménages les plus aisés détiennent 50% des biens mis en location, il y a un problème. Quand, en 60 ans, et ça a été dit, le coût du logement pour un foyer passe de 9,5% des dépenses du foyer à 32% aujourd'hui, c'est 3 fois plus. Sandra Wabian, il y a un thème que vous analysez avec précision, c'est ce sentiment de déclassement d'une partie des Français, des classes moyennes. À quel point le logement prend une part importante là-dedans ? Alors, essentiel, de plusieurs raisons. La première, c'est celle du pouvoir d'achat, que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le poids du budget logement sur le budget global a beaucoup augmenté, fait que mécaniquement,
on a moins de marge de manœuvre. Donc chaque micro-inflation même va avoir un effet, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a eu des périodes inflationnistes bien plus élevées que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais comme le coût du logement était moins important, on arrivait à peu près à absorber ces hausses de prix. Donc très importante sur cet effet-là. Et le deuxième effet, c'est sur ce qu'on appelle le parcours résidentiel. C'est-à-dire dans les imaginaires, en gros, on commence sa vie, on est locataire du petit logement, mais on sait que petit à petit, on va s'installer, on va accéder à l'emploi, et puis après, on pourra devenir propriétaire lorsqu'on aura envie de s'installer et de fonder une famille. En gros, ça, c'est l'imaginaire, la carte d'Épinal. Sauf que ça ne se passe plus du tout comme ça. Comme les prix des logements sont très élevés, on a de moins en moins de déménagements, parce qu'en fait, on va rester dans notre logement parce que le fait de pouvoir bouger, en fait, va être un coût. D'abord, il va falloir se trouver, donc c'est pas simple. Ensuite, le prix du mètre carré, finalement, c'est beaucoup enchéri. Donc, on se retrouve avec et on n'a pas suffisamment d'offres de logement social. Donc, on se retrouve avec des parcours résidentiels grippés, des gens qui commencent en logement social, mais en fait, qui n'arrivent pas à en sortir. Et donc, mécaniquement, on se retrouve avec finalement le sentiment d'être piégé et donc effectivement d'être déclassé, et notamment par rapport à ses parents où on sait, pendant les générations anciennes, avait un accès au logement qui était un petit peu plus facilité, même s'ils avaient des taux très très élevés à l'époque. Hein. Alors il y a plusieurs questions que j'ai annoncées en préambule de ce débat. Est-ce que c'est une crise historique? On y a en grande partie répondu. Les leviers qu'on pouvait activer, on a commencé à y répondre. Et puis il y a la question, est-ce que c'est une crise mondiale ou franco-française? Je vous propose d'accueillir tout de suite Steve Jourdain pour répondre à cette question. Rebonsoir Steve. Rebonsoir. En fait, elle touche toute l'Europe, cette crise. Oui, vous avez déjà rêvé d'acquérir une cage d'escalier en plein Londres, Thomas? Pas vraiment, mais j'attends de voir ce que ça donne. Je vais vous montrer ce produit, puis on en reparle juste après. Voilà, vous voyez, c'est une très belle cage d'escalier. C'est à l'achat, ça. Enfin, c'est à la vente. Alors, il y a une belle luminosité. Oui, quand même, oui. Vous êtes bon en agent immobilier. Et tout ça pour la modique somme de 23 000 euros. 23 000 euros, c'est presque donné, hein, c'est une grande cage d'escalier. Qu'est-ce qu'on en fait, c'est ça? Alors, vous ne pouvez pas l'aménager parce qu'il faudra ensuite obtenir un permis de construire. Mais déjà, voilà, vous obtenez cette cage d'escalier pour 23 000 euros. Plus sérieusement, cette annonce, elle est très sérieuse. Hein. Elle a beaucoup fait réagir les Britanniques il y a quelques mois. C'est le symbole d'un marché immobilier devenu complètement fou. À Londres, en 15 ans, les prix ont été multipliés par plus de 3. Et c'est pas seulement au Royaume-Uni, ils s'emballent un peu partout, les prix. Oui, dans l'ensemble de l'Union européenne, les prix de vente de l'immobilier ont explosé entre 2015 et 2021, plus 40% en moyenne. Si vous voulez acheter un appartement à Prague, il vous faudra économiser en moyenne 20 années de salaire. Si votre truc, c'est plutôt Oslo ou Rome, il vous faudra sacrifier votre salaire pendant au moins 10 ans. Allez, on rentre dans les explications. Comment on peut expliquer ce phénomène? Alors, il y a plusieurs facteurs. Hein. Déjà, la construction ne suit pas la demande, ce qui provoque une pénurie de logements et contribue à augmenter les prix. En Allemagne, par exemple, le nombre de permis de construire délivrés au premier semestre 2023 a chuté de 27%, en cause notamment la hausse des coûts de construction, plus de 36% en 3 ans, problème d'approvisionnement en matières premières, pénurie de main-d'œuvre, crise énergétique, tout cela contribue à tirer les coûts vers le haut. Résultat des dépôts de bilan de plusieurs sociétés de construction ici, c'est un chantier à Hambourg qui a été interrompu au mois de novembre. La société Signa a mis la clé sous la porte avant d'avoir achevé sa mission. Autre facteur important, Thomas, l'augmentation des taux d'intérêt dans la zone euro. Elle a été décidée par la Banque Centrale Européenne. 10 augmentations de suite en l'espace d'un an. En clair, l'argent est beaucoup plus cher aujourd'hui et c'est une politique assumée par la patronne de la BCE. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'inflation revienne rapidement à notre objectif de 2% à moyen terme. Sur la base de notre évaluation actuelle, nous considérons que les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, s'ils sont maintenus pendant une période suffisamment longue, contribueront de manière substantielle à la réalisation de cet objectif. Pour l'instant, pas de crash immobilier à prévoir selon les experts dans la zone euro, mais des conséquences très concrètes. Vous en parliez tout à l'heure, les loyers flambent un peu partout en Europe et les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver un logement. Merci beaucoup Steve Jourdain pour toutes ces informations. Je vais reposer, Pierre Malek, je me tourne vers vous, une question qu'on a évoquée tout à l'heure, mais finalement on n'a pas vraiment répondu. Je reprends ce qui s'est passé à Hambourg, là, cette société, c'est une grosse société de promotion immobilière, si je ne me trompe, qui a mis la clé sous la porte. Comment vont les sociétés françaises en la matière? Là, on parle du neuf, des logements neufs. Est-ce qu'il peut y avoir des plans sociaux dans les prochaines semaines? Ah oui, il peut y en avoir. Après, ce qui est intéressant, les
des hétérogénéités territoriales ont été déjà mentionnées. On se doute bien qu'une petite boîte de promotion immobilière qui travaille dans la maison individuelle va potentiellement moins bien survivre à la crise qu'on traverse que les gros promoteurs qui continuent et qui réussissent à construire du logement dans les zones les plus chères. Ce qui est intéressant avec ce qui vient d'être dit, c'est quoi les points communs des villes où, en gros, ça va mal, le marché s'est emballé. C'est des villes où on a beaucoup de mal à produire du logement neuf, parce qu'il y a des contraintes foncières, c'est des villes qui sont déjà denses. Donc ça, c'est sur la partie offre de logement. Et c'est des villes dont on a entretenu l'attractivité pendant extrêmement longtemps. C'est Paris, Prague, Berlin, Lisbonne est dans une situation de crise très importante. On entretient l'attractivité, on crée des emplois, on incite les touristes à venir de plus en plus. Donc du coup, on enlève des logements du marché standard à l'année avec la mise en location sur les plateformes. Tout ça participe à la fois un dynamisme très important de la demande et on n'arrive pas évidemment à suivre au niveau de l'offre parce qu'on est extrêmement contraint. Donc il y a aussi des choix d'aménagement du territoire et de métropolisation de l'activité qui sont en cause sur des temps très longs. Oui. Mathieu ? Deux questions. Est-ce que le diagnostic énergétique fait baisser les prix ? Parce qu'on imagine que dans l'ancien, tous les logements ne sont pas forcément classé au top niveau. Est-ce que quand on a une mauvaise note, ça fait baisser les prix ? Là, on parle du DPE, du diagnostic de performance énergétique. Tout le monde a peur de la note F ou G. Voilà. Et la deuxième question, c'est est-ce que le projet de zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire qui consiste à rendre à la nature ce qu'on lui prend en termes de surface, est-ce que ça va pas bloquer le système ? Deux thèmes. On commence par le DPE. Pierre Madec avec vous, puis peut-être ensuite je vais... Alors, je suis pas un professionnel de l'immobilier dans le sens où je ne cherche pas de la vente des appartements. Non, ce que disent les professionnels... Il y a beaucoup de passoires énergétiques en France. Ce que disent les professionnels, c'est qu'en effet, il y a de plus en plus un impact du DPE. Le risque, c'est que du coup, on crée deux marchés. Le marché des passoires, qui serait accessible aux ménages les plus modestes qui n'auraient pas forcément les moyens de faire des travaux, et puis le marché des logements de bonne qualité qui serait accessible au reste de la population. Donc il y a un vrai risque de dichotomie du marché immobilier de ce point de vue-là. Ouais, Sandra Wabian, est-ce que cette mesure, le DPE, elle produit ou elle crée les craintes, on les comprend, mais disproportionnées chez les propriétaires, d'après vous ? Il y a une question de rythme, en fait. À quel rythme on va imposer disproportionné, non, parce que c'est quand même des montants importants. Ouais. Pour pouvoir changer de note, en fait, dans le DPE, il faut faire des travaux assez importants, il faut faire des bouquets de rénovation, pas seulement les fenêtres, mais les fenêtres, le toit, etc. Donc, c'est des budgets qui, au niveau individuel, pour les bailleurs, peuvent être compliqués à porter. Donc non, c'est normal que les propriétaires s'inquiètent, puisqu'en fait, quand ils ont acheté leur logement, ils n'avaient pas tous forcément en tête qu'ils allaient devoir l'entretenir. Et ça, c'est souvent un problème sur l'accession à la propriété, c'est-à-dire qu'on valorise beaucoup le fait de devenir propriétaire, mais il n'y a pas que le coût de l'accession, il y a ensuite tout le coût derrière de travail sur l'investissement, en fait, pour qu'il reste de bonne qualité. Ouais. Et donc, ça pose, et ça rejoint la question sur le ZAN, le zéro artificialisation nette. Claire Juillard, est-ce qu'il y a là une contradiction ou des injonctions contradictoires entre les impératifs environnementaux et finalement l'état de santé du marché du logement ? Je peux dire ça différemment. Est-ce que le marché du logement est trop fragile pour supporter la révolution ou la transformation environnementale qu'il faut faire ? Je ne sais pas s'il est trop fragile, il n'est peut-être pas encore suffisamment structuré, mais il est en passe de le devenir. Il s'organise, les acteurs se mettent au pas, s'organisent, montent en compétences sur des sujets notamment de requalification, de rénovation, pour préserver effectivement la consommation d'espace. Des matériaux, etc. Absolument. Oui. Voilà. Après, c'est un processus un petit peu long. Il faut réinventer les modèles, il faut chercher les compétences, il faut former, il faut mettre au pas l'ensemble des parties prenantes. On parlait des propriétaires, mais en fait, rénover une copropriété à l'échelle de la copropriété, il y a encore d'autres enjeux, des difficultés de prise de décision qu'il faut surmonter. Tout ça mérite du temps, de la pédagogie, des moyens. Il y a un dernier thème, il nous reste quelques minutes, pas beaucoup, mais il y a un dernier thème dont je voudrais parler, c'est la réalité, je commence avec vous Sandra Wabian, de l'effet post-Covid. Est-ce que oui ou non, il y a eu un mouvement vers des villes plus petites, des maisons avec jardin, des appartements avec terrasse, etc. Ou est-ce que ça a été un feu de paille ?
Non, il y a eu un mouvement, mais pas aussi grand que ce qu'on l'a dit, et pas exactement comme on l'a décrit. C'est-à-dire que dans les médias, on a beaucoup vu des urbains qui partaient s'installer en plein milieu de nulle part, avec presque leur gîte. Voilà, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est plutôt on allait habiter un petit peu plus loin en périphérie. Donc pour avoir des logements un peu plus grands, notamment grâce au télétravail, mais il faut rappeler que le télétravail, c'est essentiellement des cadres. Donc en gros, les 2/3 des actifs n'ont pas accès au télétravail. Donc métropolisation, on a agrandi les métropoles, et littoralisation, c'est-à-dire qu'on est allé un petit peu plus s'installer dans des coins qui sont plutôt agréables et qui étaient déjà en fait des tendances qui précédaient le Covid. Donc l'histoire n'était pas complètement fausse, mais elle était beaucoup accentuée. Claire Julliard, ça veut dire que ça a concerné une petite partie de la population française, la capacité de faire ses choix, de quitter les grandes villes, d'aller chercher un peu de... Oui, tout à fait. Un peu d'air pur. Sandra l'a souligné, effectivement, ça dépend notamment de la capacité à télétravailler. Ça dépend de la situation globale du ménage, etc. Donc, effectivement, est-ce que ça aurait pu rééquilibrer, pardon de vous interrompre et d'enrichir, j'espère, ma question, est-ce que si ce mouvement était plus profond, ça aurait pu rééquilibrer ou sauver le marché du logement ? C'est un peu le type de projection qu'on a faite, et là, pour le coup, sous l'effet de la crise. Mais effectivement, quand on regarde à la fois les transactions ou les mobilités résidentielles qui ont pu se réaliser dans ce contexte de crise et depuis, mais quand on regarde aussi la manière dont se sont projetés et se projettent depuis les Français dans l'espace géographique de la France, ce qu'on constate, c'est effectivement, alors on est loin d'un phénomène d'exode urbain, on est plutôt effectivement dans le renforcement de tendances préexistantes, sachant que ce que je voudrais souligner, je pense que c'est important de l'ajouter au débat, si je puis dire, c'est que les mouvements qu'on a pu repérer, ou les projets d'achat ou de prise à bail qu'on a pu repérer, ils ne concernaient pas uniquement des mouvements qui allaient dans le sens de la prise à bail ou de l'achat d'une résidence principale. C'était pas mal de résidences secondaires. Oui, en fait, dans les mouvements qu'on a pu repérer et suivre à la trace, on avait des mouvements qui étaient favorables à la résidence principale et d'autres qui étaient favorables à la résidence secondaire, voire même à l'investissement locatif dans la perspective d'un passage à la retraite. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous donne rendez-vous demain, émission spéciale consacrée à la conférence d'Emmanuel Macron à l'Élysée. On sera là à 18h voilà, pour l'annoncer. Il y a également le discours des vœux du président du Sénat, Gérard Larcher. Et puis, on débriefera la conférence. Alors, combien de temps ça va durer, Mathieu ? Vous ne serez pas là pour le vivre avec nous, mais... Celle du programme présidentiel, elle va durer 4 heures. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on sera là demain soir, mais on sera là pour débriefer. Merci à tous. Notez que l'invité d'Oriane Mancini demain matin sur notre antenne, ce sera Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Belle soirée.